À minuit, Rikuto regardait les étudiants discuter du haut d'un bâtiment. Il voulait seulement mettre fin à ce jeu stupide. Un homme qu'il avait déjà battu cria que Rikuto avait encore échoué à nettoyer, en montrant le désordre sur le sol. Rikuto le regarda. L'homme se mit en colère et demanda comment il osait le regarder en retour. Puis il le frappa du pied. Il rappela à Rikuto que le nettoyage était son travail, puisqu'il l'avait élevé après la mort de ses parents. Une femme qui regardait sourit cruellement, disant que ce n'était pas une surprise compte tenu du genre de parents qu'il avait. Ils étaient de terribles parents adoptifs. En ouvrant la porte d'une autre pièce, Rikuto trouva un garçon qui prit la responsabilité du désordre. Le garçon renversa alors délibérément du soda sur le sol. Il affirma que c'était la responsabilité de Rikuto. S'approchant de Rikuto déjà battu, le garçon se moqua de lui, faisant semblant d'être gentil tout en le taquinant davantage. Quand Rikuto arriva à l'école, son bureau était couvert de gribouillis avec un vase de fleurs dessus. Les étudiants riaient et chuchotaient dans son dos. Le professeur, voyant le bureau, commença à le gronder et à lui demander ce qu'il avait fait. Plus tard, dans le couloir, 3 camarades de classe le poussèrent contre les casiers, l'insultèrent et exigèrent qu'il leur paie 2000 yens chaque jour. Rikuto serra les poings mais ne put riposter. Un garçon le frappa au ventre avec son pied. Puis il lui donna un coup de poing au visage. Alors que la correction continuait, il le traitait de pathétique et lui disait de demander de l'argent à ses parents. Alors qu'il se faisait frapper, Rikuto pensait que la vie était une poubelle et que tout le monde dedans était nul, mais lui était pire que tous. Quand ils ont finalement arrêté, son téléphone est tombé par terre. Un des brutes a marché dessus, fissurant l'écran. Il s'est ensuite moqué de lui avec de fausses excuses. Alors que Rikuto baissait la tête, le brute a levé la jambe pour écraser à nouveau. Mais quelqu'un l'a arrêté. C'était Nishi, la star de l'équipe d'archerie occidentale de l'école et récent vainqueur du tournoi national. Les élèves étaient choqués, et les filles charmées, allant même jusqu'à commenter combien il était admirable qu'il aide quelqu'un comme Rikuto. Nishi agrippa l'épaule du brute jusqu'à ce que cela fasse mal. Un autre garçon saisit une batte de baseball pour l'attaquer. Mais Nishi le frappa avant qu'il ne puisse balancer. Avec l'attaquant au sol, Nishi dit que c'était désagréable de voir des choses comme ça. Il leur ordonna de partir. Les brutes partirent en marmonnant. Nishi s'accroupit à côté de Rikuto et lui demanda s'il était encore en vie. Il lui dit de se défendre, expliquant qu'ils agissaient ainsi parce que Rikuto ne faisait rien. Il s'interrogea sur la façon dont Rikuto pouvait appeler cela vivre. Rikuto tourna le dos, demandant ce que Nishi pouvait bien savoir. Nishi fut surpris que Rikuto puisse encore se tenir debout après une telle raclée. Il se demanda s'il avait subi moins de dégâts qu'il n'y paraissait. Peut-être avait-il esquivé les coups à la dernière seconde. Puis il rejeta cette idée, pensant que ce n'était pas un film. De retour au présent, Rikuto était assis sur le toit, regardant les élèves rire et jouer en dessous. Il regardait son téléphone cassé, se sentant à la fois triste et en colère. En levant les yeux, il pensa que tout était fini, qu'il en avait assez de vivre avec cette douleur. Il escalada la clôture et atteignit le bord. Il étendit les bras, prêt à en finir. Mais soudain, un éclair illumina le ciel. Des cercles apparurent dans les éclairs, et des flux de codes binaires descendirent vers la ville, détruisant des bâtiments. Les téléphones commencèrent à émettre des bruits étranges, effrayant leurs propriétaires. Ils les laissèrent tomber. Rikuto était confus, il faisait beau il y a un instant. En regardant les élèves, il vit l'un d'eux crier alors que son téléphone affichait du code binaire. Le code forma une bulle qui grossit. Elle devint finalement un monstre terrifiant. Bientôt, des dragons, des gobelins et d'autres bêtes sortirent du téléphone de chaque élève et commencèrent à les poursuivre. Depuis le toit, Rikuto entendit des cris d'aide. Il vit des élèves se faire attaquer un par un. Il ne comprenait pas ce qui se passait alors que des hordes de monstres envahissaient l'école. Partout dans le monde, la société s'effondra en un instant. On croyait que moins d'un dixième de la population mondiale restait. La cause était inconnue jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes découvre la vérité. Les monstres venaient des smartphones des gens. Dans le monde qui suivit, les survivants appelèrent cela le jour du jugement. Assis sur la rambarde du toit de l'école, Rikuto se demanda si c'était vrai. Des monstres venus de mondes fantastiques anéantissaient-ils soudainement l'humanité? Souriant, il pensa qu'il avait enfin mis un terme à tout cela. En dessous, des gens criaient à l'aide alors qu'ils étaient attaqués. Il se sentait satisfait, pensant que ceux qui l'avaient insulté ou moqué le méritaient. Toujours en souriant, Rikuto se demandait comment ce rêve pouvait sembler si réel, impliquant même des personnes qu'il ne connaissait pas. Il se demandait pourquoi cela durait si longtemps. Sa vie avait été misérable, ses parents partis,
tout le monde autour de lui cruel, même son frère. Il se disait que rien de tout cela n'avait d'importance. Pourtant, il admettait qu'il était toujours mal que les gens finissent ainsi. Perdu dans ses pensées, il entendit la porte de la terrasse s'ouvrir. Un gobelin entra, portant une tête coupée. À cet instant, il réalisa que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Le gobelin se jeta sur lui avec son arme. Et il tomba de la rambarde sur le sol de la terrasse. Terrifié, il vit de nouveau la tête et pensa que c'était la fin. Une partie de lui s'en fichait, il avait déjà prévu de mettre fin à ses jours. La vie était une poubelle, et le monde n'était rien. Mais maintenant, il réalisait qu'il ne voulait pas mourir ainsi. Il ne voulait pas que cela se termine du tout. Saisissant une barre de fer, il bloqua l'attaque du gobelin. Le monstre le renversa. Mais il pensa à quel point la vraie mort était pathétique et dénuée de sens. Cela ne fit que le pousser à résister davantage. Criant qu'il ne voulait pas mourir, il riposta. Les humains entrent parfois dans un état appelé la zone, où la concentration atteint son apogée et le corps et l'esprit bougent avec un contrôle parfait. À ce moment-là, Rikuto frappa le gobelin entre les jambes, le faisant tomber. Dans la zone, une personne peut voir le monde clairement et agir instinctivement de la meilleure façon possible. Avec le gobelin au sol, Rikuto le frappa de nouveau avec la barre de fer. Rikuto fixa le gobelin tombé, choqué par ce qu'il avait fait. Il vomite. Puis il cria de désespoir. Pour la première fois, il ressentit vraiment qu'il voulait vivre. Il se réveilla en entendant quelqu'un lui demander comment il allait. C'était Nishi, qui souriait et disait que la tête ensanglantée de Rikuto l'avait inquiété. Reconnaissant l'archer, Rikuto se leva, mais Nishi lui dit de ne pas en faire trop. En regardant à travers la clôture, Rikuto vit la ville en flammes. Quelques élèves étaient assis à proximité, pâles et effrayés. Parmi eux se trouvaient Takeda, Tani et Arata, les brutes qui l'avaient attaqué. Sakura disait que la situation était impossible. Le professeur d'éducation physique, le bras autour d'elle, lui dit qu'il la protégerait. D'autres filles chuchotaient à son sujet. Elles disaient qu'il la regardait d'une manière inquiétante. Rikuto remarqua un tas d'objets. Nishi expliqua qu'ils avaient construit une barricade avec tout ce qu'ils pouvaient trouver pour éloigner les monstres. Les survivants s'étaient réfugiés sur le toit, où ils avaient installé la barricade. De l'autre côté de la barricade, des voix imploraient de l'aide. Mais le professeur d'éducation physique et un autre élève refusèrent de l'ouvrir. Bientôt, tout ce qu'ils pouvaient entendre était des cris. Nishi admit se sentir coupable de ne pas avoir ouvert la barricade. Mais il croyait qu'il serait mort s'il l'avait fait. Rikuto lui dit que ce n'était pas sa faute, personne ne voulait finir ainsi, et qu'il avait tout fait pour survivre. En regardant le gobelin mort, Nishi demanda si Rikuto l'avait tué. Il dit qu'il n'avait jamais envisagé d'essayer une telle chose lui-même et pensa qu'avec cette détermination, il aurait peut-être sauvé les autres. Puis, des cris attirèrent leur attention. Le professeur d'éducation physique demanda à tout le monde de vérifier la situation avec les monstres et les téléphones. Sakura montra son téléphone, qui ne fonctionnait plus. Un autre élève confirma que le sien était également hors service. Celui de Rikuto était toujours cassé. Le professeur réalisa qu'il ne pouvait pas appeler à l'aide. Rikuto se demanda à voix haute pourquoi aucun monstre n'était sorti de son téléphone. Peut-être parce qu'il était cassé. Le professeur d'éducation physique suggéra qu'il reste sur place et attende le secours de la police ou des forces de défense. Rikuto mit cela en doute, soulignant que si des monstres étaient venus des téléphones, ils étaient probablement partout, pas seulement à l'école. Avec des téléphones si courants, surtout au Japon, le monde entier était probablement dans le même état. Il doutait que des forces de secours soient encore opérationnelles. Les élèves commencèrent à paniquer. Nishi demanda s'il devait chercher un endroit plus sûr. Rikuto dit qu'il devrait, à moins qu'il ne veuille finir comme les autres. Tani se leva soudainement et cria, demandant pourquoi quelqu'un d'aussi pathétique que Rikuto donnait des ordres. Il attrapa Rikuto par le col, disant qu'il devait lui donner une leçon. Rikuto ne répondit pas, il le regarda simplement, ce qui mit le tyran mal à l'aise. Rikuto se demanda ce qui avait pu arriver pour que ce garçon dise de telles absurdités. Les autres élèves approuvèrent Takeda et commencèrent à insulter Rikuto. Nishi et Sakura ont essayé de calmer la foule. Takeda s'est moqué de Rikuto, lui demandant s'il avait trop peur pour parler. Mais Rikuto ne pensait qu'à quel point le tyran semblait petit et inoffensif comparé au monstre allongé par terre. Essayant de le provoquer davantage, Takeda a exigé quelque chose de Rikuto. Rikuto a répondu qu'il devrait arrêter de le déranger avec des choses sans importance parce que c'était agaçant. Tout le monde était stupéfait. En jurant, Takeda a essayé de lui donner un coup de poing.
Mais Rikuto a attrapé son bras, l'a saisi par le cou et l'a projeté au sol. La foule a été choquée par cette réaction soudaine. Cloué au sol, Takeda s'est plaint de la douleur et a supplié d'être relâché, qualifiant la situation d'absurde et se demandant comment il avait pu craindre quelqu'un comme ça. Il a alors commencé à lancer des insultes et des menaces. Mais Rikuto l'a pressé plus fort contre le sol. Nishi a attrapé le bras de Rikuto pour l'arrêter, inquiet qu'il ne blesse gravement Takeda. Il se demandait si c'était vraiment la même personne qui avait autrefois été si facilement intimidée. Les élèves chuchotaient, incrédules. Une fois debout, Takeda continuait à jurer. Mais Nishi lui a dit avec colère que ce n'était pas le moment pour des bagarres, le forçant à reculer. Nishi a dit à Rikuto de laisser tomber, et Rikuto a accepté. Face au groupe, Rikuto a dit que ce qui comptait maintenant était de décider de leur prochaine action, pas de perdre du temps dans des querelles mesquines. Le tyran a continué ses insultes. Puis le professeur est intervenu, demandant s'il pouvait revenir à la discussion. Nishi expliqua que le toit ne contenait rien d'utile et que le secours pourrait ne jamais arriver. Ils avaient besoin d'un endroit sûr, de nourriture et d'eau. Rikuto ajouta que des armes seraient nécessaires si possible. Sakura demanda si un tel endroit existait, et Nishi admit que c'était le vrai problème. Rikuto suggéra d'abord de vérifier à l'intérieur de l'école pour voir s'il était même possible de se déplacer. Un élève protesta, disant que c'était trop dangereux et que des monstres pouvaient être à proximité. Le professeur accepta qu'il devrait au moins vérifier le couloir. Mais les élèves refusèrent, demandant qui risquerait de marcher parmi les monstres. Le professeur fit appel à Rikuto et Takeda pour aller vérifier. Takeda protesta, disant que le professeur devrait donner l'exemple, mais ce dernier insista sur le fait qu'il devait rester pour protéger les élèves. Certaines filles furent d'accord et dirent aux garçons d'y aller, ce qui fit que Takeda s'emporta contre elles. Rikuto ramassa le tuyau en fer qu'il avait utilisé pour tuer le monstre et se dirigea vers la barricade. Un élève effrayé demanda s'il était sérieux. Rikuto répondit que rester là ne mènerait qu'à la famine ou à être mangé. Il n'avait pas d'autre choix que de bouger. Encouragé, Nishi saisit son équipement et dit qu'il irait aussi, espérant trouver d'autres survivants. Le professeur d'éducation physique avertit que si quelque chose leur arrivait, ce serait leur responsabilité. Les filles crièrent pour qu'ils ne partent pas car c'était dangereux. Rikuto traita le professeur d'hypocrite et remarqua qu'il était content que Nishi vienne, puisque le chihuahua clairement ne le ferait pas. Takeda s'immobilisa, confus par ce surnom, tremblant comme un petit chien. Rikuto demanda à Nishi s'il en était sûr, lui rappelant que c'était une mission dangereuse avec un fort risque d'attaque. Nishi sourit et dit qu'il avait une raison de survivre. Il se remémora l'image d'une fille à une fenêtre. Rikuto lui dit qu'il semblait fiable. Nishi répondit que Rikuto devait être aussi téméraire que lui. Réalisant qu'ils ne connaissaient même pas leur nom, ils se présentèrent et échangèrent quelques plaisanteries. Puis ils franchirent ensemble la barricade. Rikuto et Nishi marchèrent dans un couloir jonché de corps. Nishi dit que cela ressemblait à un cauchemar, mais Rikuto répondit que c'était la réalité. Nishi se demanda où étaient passés les monstres, bien qu'il ne s'en plaignît pas. Rikuto supposa qu'ils avaient quitté l'école pour chasser ailleurs, car il n'y avait pas beaucoup de monde ici. Nishi admit que cela avait du sens, mais trouva cela sombre à entendre. Au milieu de leur conversation, ils entendirent tous deux un bruit de claquement venant d'un couloir lointain. Ils avancèrent prudemment jusqu'au bord. Nishi jeta un coup d'œil au coin et vit un gobelin solitaire. Ils convinrent silencieusement qu'ils pouvaient s'en occuper. Nishi sortit son arc. Il visa soigneusement. Puis il tira dans le dos du gobelin, la flèche perçant sa poitrine. La créature résistante ne tomba pas. Elle se retourna et le repéra. Puis elle chargea à une vitesse effrayante. Avant qu'elle n'atteigne Nishi, Rikuto l'intercepta, fracassant sa tête avec un tuyau en fer et la faisant tomber. Le gobelin tenta de se relever. Mais Rikuto s'est placé devant et a frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Nishi s'est approché, commentant la brutalité de Rikuto. Il a examiné la zone et confirmé qu'il n'y avait plus de monstres à proximité. Rikuto a dit que certaines créatures, comme les dragons qu'il avait vus plus tôt, dépassaient la capacité humaine à combattre. Nishi a acquiescé et a noté à quel point ces monstres ressemblaient à ceux des jeux vidéo, en pointant le gobelin qu'il venait de vaincre. Rikuto a admis qu'il avait l'impression de les avoir déjà vus quelque part. Nishi a commencé à trembler à l'idée qu'un seul coup aurait pu le tuer. Il a serré le poing, disant qu'à la différence des jeux, c'était la vraie vie. Pas de montée de niveau, pas de triche, pas de magie, seulement des humains ordinaires. Il a dit à Rikuto qu'il n'était clairement pas un débutant et lui a demandé s'il avait reçu une formation. Rikuto s'est souvenu de ses entraînements avec son frère lors de combats en 1 contre 1.
Mais il a dit qu'il n'avait jamais été formé. Nishi a demandé pourquoi il avait laissé les brutes le malmener malgré ses compétences. Mais Rikuto a dit qu'il ne savait pas vraiment. Ils ont continué, passant devant un couloir où plusieurs corps étaient étendus. Puis ils se sont dirigés vers les escaliers. Rikuto a rappelé à Nishi leur mission, évaluer la situation. Nishi a ajouté qu'il devait compter les survivants et trouver des issues de secours. La chose la plus importante, a dit Rikuto, était de revenir vivant avec des informations, et en cas de danger, il était acceptable que chacun se sauve. Nishi a plaisanté en disant que Rikuto faisait trop d'efforts pour jouer les durs. Avant qu'il ne puisse continuer, un cri d'aide a retenti depuis l'étage inférieur. Rikuto s'est figé. Puis il dévala les escaliers. Nishi le suivit, pensant qu'il connaissait désormais le genre de personne que Rikuto était vraiment, quelqu'un qui n'abandonnerait jamais les autres. Au rez-de-chaussée, ils virent un monstre se promener. Il portait une massue de fer massive, ressemblait à un gobelin mais était plus grand et avait des cornes. Tachibana se cachait dans une armoire, essayant de ne pas faire de bruit. À travers une petite ouverture, elle vit des gobelins déshabiller ses camarades de classe pendant qu'ils criaient à l'aide. Elle voulait aider mais ne pouvait pas bouger. Un camarade supplia le gobelin d'arrêter. Mais il entra dans une frénésie et l'attaqua. Tachibana ferma les yeux et se couvrit les oreilles, paniquant et s'excusant intérieurement de toujours ne rien faire et de fuir. Elle se souvint avoir vu Rikuto se faire battre par des brutes dans le passé, pensant qu'elle devrait intervenir. Tremblante, elle avait essayé de prendre la parole. Mais avant qu'elle ne puisse, la brute aux cheveux blonds donna un coup de pied à Rikuto au visage. Elle s'excusa à nouveau dans sa tête. Puis elle se rappela que Setou avait posé une main sur son épaule en lui disant que le cours allait commencer. À peine réagissant, elle fut tirée, laissant Rikuto au sol. Tachibana se réveilla dans l'armoire, réalisant qu'elle avait perdu connaissance à cause du stress. Elle paniqua, se demandant ce qui était arrivé aux autres et combien de temps elle était restée là. En cherchant son téléphone, elle le fit tomber accidentellement. Le fracas résonna dans la pièce. Les bruits à l'extérieur devinrent plus forts, puis se turent. Anxieuse et tremblante, elle se demanda si les gobelins l'avaient remarquée. Les portes de l'armoire s'ouvrirent soudainement. Elle vit la pièce remplie de corps, son ami Misaki parmi eux. Un gobelin la saisit par les cheveux et la tira dehors. Il commença à déchirer ses vêtements tandis qu'elle criait à l'aide. Un autre monstre apparut et frappa le gobelin d'un seul coup, le tuant instantanément. Les gobelins restants entourèrent cette nouvelle créature. Mais elle les détruisit tous en une seule attaque. Encore sous le choc, Tachibana cria aussi fort qu'elle le pouvait pour que quelqu'un vienne la sauver. À l'étage, Rikuto et Nishi entendirent sa voix et commencèrent à courir vers le bruit. Le grand monstre tenait la fille dans une main. Il traînait les corps ligotés des gobelins à travers un couloir. Elle s'excusa et supplia d'être relâchée. Mais la créature se mit en colère et la projeta contre le mur, la faisant perdre connaissance. De loin, Rikuto et Nishi observaient. Nishi devint mal à l'aise, doutant que ses flèches puissent blesser une telle chose. Rikuto dit que son instinct lui avait dit exactement ce qu'était ce monstre. Il demanda à Nishi s'il avait trouvé étrange que l'étage précédent ait si peu de monstres. La raison, expliqua-t-il, était que cette créature était un prédateur qui chassait les gobelins. Elle était plus forte, plus territoriale et bien plus haut dans la chaîne alimentaire. L'affronter seule serait désespéré. Nishi, inquiet pour la fille, se figea en voyant Rikuto se préparer à s'approcher du monstre. Il demanda ce que Rikuto faisait. Rikuto répondit qu'il allait la sauver parce qu'elle était encore en vie. Nishi le prévint que faire cela serait un suicide. Il se demandait si Rikuto agissait par satisfaction personnelle ou par un sens erroné de la justice, risquant sa vie sans réfléchir clairement. Rikuto lui rappelait le moment où Nishi lui avait demandé s'il se sentait vivant. Il disait que faire face à la mort aux mains de ce monstre lui avait fait réaliser qu'il voulait vivre, et qu'il ne se laisserait plus jamais tomber ainsi. Sauver la fille, disait-il, était quelque chose qu'il voulait faire parce que cela prouvait qu'il était vivant. Nishi pensait que c'était de la folie et demanda si mourir stupidement ainsi était ce que Rikuto considérait comme vivre. Rikuto lui dit qu'il n'avait pas besoin de l'accompagner, c'était son propre problème. Dans son esprit, il se rappelait son frère Serrano le traitant d'incompétent, sans un sou et seul, affirmant qu'il était déjà mort et devait agir comme tel. Rikuto éprouvait de la pitié pour ce souvenir, mais jurait de ne plus jamais vivre comme s'il était déjà mort, même si cela devait le détruire. Nishi l'arrêta en lui saisissant l'épaule. Il révéla qu'il avait une sœur cadette, non liée par le sang, qui étudiait dans une autre école. Il dit qu'il ne voulait pas mourir non plus, car alors elle serait laissée seule. Quitter la fille maintenant, expliqua-t-il, serait honteux,
et si sa sœur était en danger, il devrait l'aider. Fuir avec des excuses le hanterait pour toujours. C'est pourquoi il aiderait Rikuto à affronter le monstre et à sauver la fille. Rikuto commenta que tous les deux étaient sur le point de faire quelque chose d'imprudent pour des raisons égoïstes et demanda si Nishi était d'accord avec cela. Nishi répondit qu'un homme devait garder sa fierté. Sur ce, ils commencèrent à planifier. Nishi demanda comment ils aborderaient le combat, car foncer directement était trop dangereux. Rikuto dit qu'il avait une idée, mais cela nécessiterait que Nishi combatte aussi. Ils commencèrent à élaborer les détails. Pendant ce temps, la fille se réveilla. Elle se retrouva attachée à une planche en bois aux côtés de plusieurs gobelins. Le monstre les faisait rôtir au-dessus d'un feu comme des brochettes. En mangeant, la créature remarqua qu'elle était réveillée. Terrifiée, elle cria. Grâce au bruit, les deux jeunes hommes réalisèrent où la chercher. En courant, Nishi remarqua qu'après avoir entendu le plan de Rikuto, il était convaincu que son compagnon avait complètement perdu la tête. La fille, désespérée, pensait qu'elle ne s'en sortirait jamais vivante et qu'elle serait brûlée et mangée. En pleurant, elle se répétait qu'elle ne voulait pas mourir. Le monstre remarqua qu'elle bougeait de nouveau et s'approcha. La faisant tomber, il ramassa la planche en bois à laquelle elle était attachée. Puis il commença à la porter vers les flammes. À ce moment-là, elle vit Rikuto à la porte lui disant de fermer les yeux. Le monstre lâcha la planche. Il saisit sa massue en fer en s'approchant de lui. Rikuto sortit un extincteur. Il le pulvérisa sur le visage du monstre, le rendant temporairement aveugle. Pendant qu'il était distrait, Rikuto se précipita vers la fille. Il commença à la détacher. Elle appela son nom, mais il dit ne pas la connaître et qu'il aidait seulement. Dans son esprit, elle pensait qu'il était évident qu'il ne se souvenait pas d'elle et se demandait pourquoi il le ferait. Lorsque son couteau ne réussit pas à couper les cordes, Rikuto passa à son plan de secours. Il frappa son tuyau en fer contre le sol, un signal pour Nishi. L'archer réalisa avec incrédulité qu'ils allaient de l'avant avec ce plan fou. En s'approchant, Nishi admit qu'il n'était pas confiant mais qu'il ferait de son mieux et demanda à ne pas être blâmé s'il échouait. Le monstre, retrouvant ses esprits, vit Rikuto debout devant la fille. Il rugit si fort que cela brisa les fenêtres. Rikuto leva le tuyau alors que la créature levait sa massue. Il savait qu'un faux mouvement mettrait tout fin. Observant attentivement son schéma d'attaque, il utilisa une technique appelée Kiriotoshi pour parer et rediriger le coup sur le côté. Il fut à la fois surpris et soulagé que cela ait fonctionné, pensant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé cette compétence, mais sa mémoire musculaire ne l'avait pas trahi. Rikuto se tenait debout, barre de métal en main, face au monstre semblable à un démon. Il lui lança soudainement un coup. Mais il réussit à se défendre. Il modifia l'angle de ses coups au lieu de les affronter de front, réduisant l'impact tout en contre-attaquant avec une force minimale. Visant bas, il frappa ses pieds. C'était une technique moderne de kendo que son père lui avait enseignée il y a longtemps. Silencieusement, Rikuto remercia son père pour ses leçons. La fille regardait, pensant que le combat était incroyable. Rikuto se rappela de rester calme. Ce n'étaient que des monstres sans technique raffinée. Le démon prépara une autre attaque et le frappa avec une grande force. Rikuto bloqua, mais la créature attaquait sans relâche. Voyant une ouverture, il porta un coup précis à son poignet et nota qu'il comptait entièrement sur la force brute. Leur combat devint plus intense. Le monstre balança de nouveau sa massue cloutée. Mais ses mouvements étaient larges et prévisibles. Rikuto réussit à porter un coup à sa tête, bien qu'il admit que cela aurait été plus facile contre un adversaire humain. Le monstre chancela en criant de douleur. La fille était étonnée qu'il puisse résister à ses attaques. Rikuto commençait à se fatiguer. Même s'il se défendait bien, les impacts répétés l'épuisaient. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Le monstre retrouva sa concentration, et Rikuto réalisa que ses meilleurs efforts ne suffisaient pas à le maîtriser. Décidant de combattre défensivement, il esquiva tout en étudiant ses mouvements. Une attaque frontale était impossible. Il résolut de leurrer le monstre pour un dernier coup. De loin, il cria pour attirer son attention. De la fumée commença à sortir de ses oreilles, signe qu'il préparait une autre attaque. Le regard du démon se tourna vers la fille encore attachée à la planche. Il souleva la bûche de bois à laquelle elle était liée et avança, l'utilisant comme une arme. Elle cria alors que Rikuto réalisait à quel point la situation était devenue dangereuse. Le monstre balança violemment la bûche. Dehors, les bruits de la bataille résonnaient, meubles brisés, murs fissurés. Rikuto esquiva, restant juste devant ses coups sauvages. Il réussit à échapper à l'arc mortel de l'arme. La fille, laissée seule un instant,
ressentit une douleur d'abandon. Son esprit revint à son enfance, 2 garçons la harcelant alors qu'elle pleurait dans un coin. Quelqu'un était intervenu pour la défendre. C'était Rikuto, demandant pourquoi il s'en prenait à elle. Dans le présent, elle pensait qu'il avait toujours été ainsi, risquant sa vie pour les autres. Elle pleurait, toujours attachée à la bûche. Nishi, observant depuis l'extérieur du combat, dit qu'il allait intervenir. Voyant Rikuto tenir bon, il fut impressionné, bien qu'il croyait que Rikuto approchait de ses limites. Il lui dit de retenir le monstre encore une dizaine de mètres. Accélérant le pas, il s'approcha de la scène avec un regard sombre et déterminé, disant qu'il allait en finir. Rikuto continua de courir, entraînant le monstre avec lui. À un moment donné, il se retourna et balança sa barre de fer de toutes ses forces. Mais sa prise échoua. La contre-attaque du démon frappa de plein fouet, projetant Rikuto au sol. Rikuto gisait blessé au sol, incapable de bouger, tandis que Tachibana regardait horrifié. Nishi, qui était venu aider, vit aussi ce qui s'était passé. Des cris appelant le nom de Rikuto résonnaient de toutes parts. Nishi étudia la situation, réalisant qu'elle était grave. Il se souvint des instructions de son ami. Il n'aurait qu'une chance de tirer sur un point précis, et s'il manquait, Rikuto mourrait. L'angle, la distance et l'ensemble de la configuration étaient loin d'être idéaux, mais il n'y avait plus de temps pour se préparer. Il attendait, espérant que le monstre s'approcherait et se tournerait juste assez pour un tir parfait. Rikuto, toujours au sol, lui cria de ne pas tirer encore. Nishi était confus. Rikuto insistait pour que le monstre se rapproche de quelques mètres et lui disait d'attendre. Rassemblant ses forces, il se força à se relever et fit face au démon à nouveau. Dans l'ombre, le garçon caché observait, tandis que Tachibana, toujours attaché à la planche de bois, appelait le nom de Rikuto. Le monstre s'approcha. Et Rikuto toussa, se penchant en avant comme s'il allait s'effondrer. Soudain, il tomba à genoux. Pensant que le combat était terminé, les yeux du démon commencèrent à briller, lançant des éclairs. Rikuto se redressa une fois de plus, levant sa barre de fer pour bloquer. Ses jambes tremblaient, et il se demandait s'il pourrait continuer à attirer le monstre plus près. Le démon rugit de colère, faisant trembler les murs. Tachibana le supplia de fuir, convaincu que la créature allait le tuer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Elle cria en retour qu'elle ne méritait pas d'être sauvée, avouant qu'elle l'avait abandonné auparavant. Dans son esprit, elle revivait un souvenir de l'école, regardant Rikuto se faire battre par des brutes. Elle avait pensé à aider, avait même commencé à courir vers eux, mais quelqu'un lui avait attrapé l'épaule et l'avait arrêté. C'était un garçon nommé Setou, qui lui avait dit de ne pas s'impliquer et de simplement suivre ce qu'ils avaient convenu. Elle avait obéi, s'éloignant pendant que Rikuto était encore au sol. Dans le présent, elle disait avoir toujours été une lâche, fatiguée de rester là sans rien faire. Le monstre attaqua de nouveau, ses rugissements montant en intensité. Rikuto remarqua que son arme avait perdu de son élan, vit une ouverture et frappa. Mais la contre-attaque du démon fut plus rapide, envoyant Rikuto voler et le laissant blessé. Tachibana, toujours attaché à la planche, fut également projeté, heurtant durement le sol. Le démon s'approcha de Rikuto alors qu'il gisait, faible et immobile. D'une voix faible, il fit signe à Nishi que la cible était maintenant à la bonne distance. Nishi était déjà en position avec son arc. Il vérifia l'angle une dernière fois et se promit de ne pas manquer. Le monstre le remarqua, détournant son attention de Rikuto. Agissant rapidement, Nishi lâcha la flèche. Elle vola droit dans l'œil du démon. 10 minutes plus tôt, Rikuto avait remis à Nishi un flacon en lui disant de l'utiliser. Nishi reconnut que c'était le même que Sakura leur avait donné avant d'entrer dans le bâtiment. Un contenant d'éthanol pur destiné aux expériences de chimie. Ils se rappelèrent que la fille blonde leur avait dit que cela leur serait utile. À l'intérieur du bâtiment, Rikuto expliqua son plan. Nishi devait enduire la flèche d'alcool et la tirer dans le système sanguin du démon. Il raisonnait qu'une petite quantité suffirait à le neutraliser. Nishi trouva l'idée logique, mais fit remarquer que la flèche ne percerait pas la peau épaisse de la créature. Rikuto répondit que la cible était l'œil, un point vulnérable. Pour confirmer, il pulvériserait le visage du monstre avec un extincteur. S'il essayait de protéger ses yeux, cela prouverait qu'ils étaient aussi fragiles que ceux d'un humain. Rikuto commencerait le combat, Nishi le finirait. Dans le présent, la flèche atteignit sa cible. Le démon rugit de douleur. Nishi célébra, plaisantant qu'il avait touché le centre exact de la cible. Le monstre arracha la flèche de son œil et se précipita vers eux. Mais il chancela alors que l'alcool commençait à faire effet. Dans un dernier rugissement, il balança son arme vers Rikuto, le désorientant.
Nishi réalisa que le poison ne tuerait pas instantanément. Le démon avança, fracassant les murs et brisant les vitres. Rikuto le vit se diriger vers un trou dans le mur. Et utilisant ses dernières forces, il l'attrapa par la taille, essayant de le forcer à sortir. Il était plus lourd que prévu. Au-dessus de lui, le démon leva son arme. Nishi courut et attrapa aussi le monstre. Ensemble, ils le poussèrent à travers le trou. Le démon tomba, entraînant Rikuto avec lui. Ils chutèrent, mais Nishi réussit à attraper Rikuto en plein air, le tirant en sécurité. Le démon heurta le sol en dessous, fissurant le plancher et cassant ses cornes. Tachibana regarda, un soulagement inondant son visage en voyant que les deux étaient vivants. Rikuto appela Nishi, lui demandant s'il était fou. Nishi, satisfait d'avoir sauvé son ami, sourit et évoqua sa victoire en première place au tournoi national. Rikuto rit, pensant qu'il était encore déconnecté de la réalité. Tachibana, toujours attaché, demanda à être libéré. Avec une pierre tranchante, les garçons la libérèrent. Nishi demanda si elle allait bien. Mais avant qu'il ne puisse finir, elle passa devant lui. Elle serra Rikuto dans ses bras, le remerciant de l'avoir sauvé. En regardant, Nishi taquina Rikuto à propos du fait qu'il risquait tout pour sa petite amie. Rikuto et Tachibana furent tous deux pris au dépourvu. Nishi continua a plaisanter. Puis Tachibana expliqua qu'il n'était pas un couple. Confus, Rikuto demanda qui elle était. Surprise, Tachibana donna son nom, Koton Tachibana, et lui rappela qu'ils étaient allés à la même école. Elle dit qu'ils s'appelaient autrefois par des surnoms. En l'entendant, les yeux de Rikuto s'écarquillèrent alors qu'il se souvenait. Des flashbacks lui revinrent. Tachibana était quelqu'un qu'il avait voulu protéger, un combat qu'il ne pouvait pas perdre. Il se vit repoussant un garçon loin d'elle. Puis vint le souvenir de l'accident de la route. Les freins qui lâchent, deux corps allongés sous la pluie, lui-même pleurant sur eux. Il se souvint de la nature rusée de Setou et de la façon dont d'autres lui avaient tout volé. Quelque part au cours de ces événements, il était mort intérieurement. De retour au présent, Rikuto tremblait, se sentant mal. Tachibana paniqua. Mais il lui assura qu'il allait bien. Nishi n'était pas d'accord. Rikuto dit qu'il se souvenait maintenant de qui elle était, mais admit qu'il avait oublié qu'ils venaient de la même école. Tachibana s'excusa de ne pas lui avoir parlé plus tôt. Mais il dit que c'était le bon choix. S'impliquer dans son harcèlement n'aurait aidé personne. Nishi leur rappela que le soleil allait bientôt se coucher et demanda à Tachibana si elle voulait se joindre à eux. Elle accepta. Le trio se déplaçait dans l'école. Tachibana s'est arrêté pour prier pour un garçon qui était mort. Nishi a attrapé un petit lézard qui crachait du feu. Ils ont remarqué que le bâtiment était maintenant calme. Aucun monstre en vue. Rikuto a averti que des créatures plus petites pourraient apparaître maintenant que la plus grande était partie. Ils ont sécurisé les portes coupe-feu et bloqué le passage vers le deuxième étage. Enfin, ils se sont dirigés vers le toit, où 4 survivants les attendaient. Le groupe a acclamé leur retour, les appelant la patrouille de Nishi. Le professeur d'éducation physique a couru vers Nishi, disant qu'il n'avait jamais perdu confiance en lui. Un autre s'est précipité vers Tachibana, la serrant dans ses bras. C'était Setou, remerciant le ciel d'être en vie. Quand Tachibana a appelé le nom de Rikuto, Nishi a remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'air. Nishi a demandé si le nouvel arrivant était quelqu'un que Tachibana connaissait. Le garçon s'est rapidement présenté comme Setou Shinjiro, le petit ami de Tachibana. Sakura avait l'air intrigué, tandis que Tachibana devenait embarrassé. Setou l'a rassuré, disant que leurs parents approuvaient leur relation et qu'il était fier qu'ils aient tous les deux survécu. Il a remercié Nishi d'avoir sauvé Tachibana. Mais Nishi l'a corrigé, disant que c'était en fait Rikuto qui l'avait sauvé. Sakura a été surprise d'entendre cela et a écouté attentivement pendant que le groupe sur le toit poursuivait leur conversation. Setou a remarqué que Nishi avait dit que Rikuto avait facilement vaincu Takeda plus tôt et a demandé si c'était vraiment la même personne. Un flashback montrait Rikuto saisi par le col et moqué par des brutes. Setou le remercia de sauver Tachibana, disant qu'elle lui avait causé beaucoup de problèmes. Rikuto répondit que ce n'était pas un problème. Setou lui assura que tout irait bien maintenant, car il la protégerait dorénavant. Il demanda à Rikuto de laisser Tachibana sous sa garde. Setou pria alors Tachibana à part, lui disant de se reposer, mais elle insista sur le fait qu'elle avait quelque chose à dire à Rikuto. Pendant ce temps, ils remercièrent Sakura pour l'éthanol qu'elle leur avait donné, disant que cela leur avait sauvé la vie. L'archer ajouta que l'alcool avait fonctionné à cause de la biologie du monstre, de la teneur en oxygène à son système circulatoire. Nishi demanda pourquoi elle avait un tel contenant en premier lieu.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Oyama Sensei interrompit, demandant à Rikuto d'expliquer tout ce qui s'était passé. Après avoir entendu l'histoire, le groupe convint que la situation restait dangereuse. Nishi rapporta qu'il n'avait trouvé aucun autre survivant à part Tachibana, ce qui était un mauvais signe. Le professeur dit que les étages inférieurs étaient sécurisés grâce aux portes coupe-feu fermées et pouvaient servir de zone de couchage. Oyama ordonna à tout le monde de rassembler des fournitures et d'installer une base adéquate, disant qu'il dirigerait l'effort. Les étudiants commencèrent à organiser l'abri, chacun aidant d'une manière ou d'une autre. On vit Rikuto porter seul les corps des morts. Tachibana dit que c'était cruel de la part d'Oyama de le faire seul. Mais Rikuto répondit que quelqu'un devait enlever les cadavres avant qu'ils ne se décomposent. Elle demanda ce qu'il comptait en faire. Il admit qu'il serait difficile de tous les enterrer. Il décida de les emmener sur le toit, où il pourrait peut-être trouver une autre façon de s'en débarrasser. Tachibana accepta d'aider. Alors que Rikuto portait le sac contenant les corps, il reconnut l'un d'eux comme un ancien tyran. Il pensa que les tyrans, comme les enseignants négligents, méritaient de mourir. Si tout cela avait disparu, peut-être pourrait-il rire à nouveau. Mais il réalisa qu'il n'avait pas pu rire depuis que tout cela était arrivé, et que c'était peut-être une sorte de punition. Tachibana le traita de héros, tant maintenant que dans le passé. Surpris, Rikuto demanda si elle était sûre de vouloir aider, avertissant que c'était une tâche dérangeante. Elle insista sur le fait que c'était quelque chose dont elle ne pouvait pas se détourner. Ils continuèrent ensemble jusqu'à ce que quelqu'un appelle Rikuto. Lorsqu'il se retourna, Setou l'attaqua. Tachibana fut surprise lorsque son petit ami, furieux, demanda ce que Rikuto faisait avec elle. Saisissant le bras de Tachibana, Setou déclara qu'elle n'avait pas besoin d'aider pour un travail aussi dégoûtant. Rikuto resta allongé au sol, confus. Setou se moqua de lui, affirmant que Rikuto essayait de faire son sale boulot à Tachibana, et dit qu'il devrait avoir honte. Tachibana défendit son amie, disant qu'elle avait proposé d'aider de son propre chef. Setou affirma qu'elle avait été forcée parce que Rikuto l'avait sauvée. Tachibana demanda ce qu'il voulait dire. Mais Setou ignora la question et dit qu'il raconterait à tout le monde ce qui s'était passé. Rikuto resta silencieux, toujours incertain de ce qui se passait. Tachibana demanda pourquoi son petit ami traitait si mal son ami, mais Setou lui dit de se taire. Rikuto lui dit qu'il s'en fichait et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Incapable de le provoquer, Setou rit nerveusement, disant que Rikuto était doué pour bluffer même au bord de la rupture. Il tira Tachibana par le bras, disant qu'elle n'avait aucune raison d'être là. À ce moment-là, Tachibana se dégagea, surprenant tout le monde. Elle dit qu'elle en avait assez supporté. Elle admit être restée polie à cause du statut social de ses parents, mais elle ne pouvait plus le supporter. Setou dit qu'il pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours. Tachibana commença à pleurer. Rikuto leur dit d'aller régler leur dispute ailleurs pour qu'ils puissent continuer à travailler. Mais Setou lui dit de ne pas s'en mêler. Tachibana fut choqué lorsque Setou parla de la protéger, lui rappelant qu'il avait autrefois utilisé comme sacrifice pour se sauver lui-même. La vérité éclata dans un flashback. Lorsque les monstres attaquèrent, Tachibana et Setou se trouvaient dans un couloir. Elle suggéra d'aller sur le toit, mais en chemin, il la fit trébucher et la laissa derrière. Elle échappa de justesse en se cachant dans un casier. Dans le présent, Tachibana dit qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et souhaitait qu'ils ne soient jamais restés ensemble. Elle lui dit de l'oublier pour toujours. Setou, l'ignorant, demanda si elle avait des sentiments pour Rikuto. Il commença à rire, ce qui inquiéta Tachibana. Quand elle l'a interrogé, il lui a dit de se taire et à lever la main pour la frapper. Avant que le coup ne tombe, Rikuto attrapa son bras et leur dit calmement de le laisser travailler. Setou remarqua que Rikuto avait toujours eu une aura étrange, même lorsqu'il était entouré de voyous, puis demanda pourquoi toutes les personnes qui le harcelaient étaient maintenant mortes. Tachibana lui dit qu'il allait trop loin, mais il ricana. Rikuto lui demanda directement quel était le but de la campagne de calomnie contre lui. Setou répondit que cela n'avait pas d'importance et l'accusa d'être sombre. Il essaya de se battre, mais Rikuto refusa, disant qu'il ne ferait pas de mal à un ami de Tachibana. Setou perdit son sang-froid et attaqua quand même. Setou cria à Rikuto de se taire et attaqua. Grâce à des années d'entraînement au dojo, Rikuto évita facilement le premier coup de poing, puis le coup de pied suivant. Setou réalisa qu'après avoir affronté un monstre géant, rien ne pouvait le déstabiliser. Sa force mentale était immense. Un autre coup manqua sa cible, et Setou tomba sur le tas de corps, choqué de voir un cadavre à l'intérieur. Rikuto se moqua de lui demandant s'il allait aider à les porter. Furieux, Setou saisit un morceau de bois. Un bruit fort attira l'attention de tout, Nishi était arrivé. Nishi demanda ce qui se passait.
Rikuto répondit que ce n'était rien, mais Nishi n'était pas d'accord. Sentant la tension, il demanda à Tachibana si cela lui convenait. Setou ignora cela et partit, passant devant l'archer. Nishi réfléchit à la façon dont Setou excellait à la fois en études et en sport, mais était dangereusement obsédé par Tachibana. Rikuto demanda pourquoi Nishi était là. Nishi a dit que son travail était terminé, alors il était venu aider, s'excusant d'avoir laissé Rikuto tout gérer plus tôt. Ils ont échangé un coup de poing amical, et Tachibana a souri à leur amitié. Ils ont décidé d'emmener les corps sur le toit avant de discuter de leurs prochaines étapes. La nuit est finalement tombée, et tout le monde s'est rassemblé dans l'abri. Le professeur a distribué une boîte de fournitures, assez pour durer un certain temps. Mais beaucoup trouvaient Oyama irritant. Pendant que Rikuto mangeait, Nishi a dit qu'il n'avait pas faim. Rikuto l'a averti que ne pas manger ne ferait que le rendre plus faible. Avant que plus ne soit dit, un cri a retenti. C'était Sakura, regardant son téléphone avec confusion. Elle a expliqué qu'elle avait trouvé un chargeur de téléphone et avait essayé de l'utiliser, mais sans succès. Nishi a posé des questions et a appris que le chargeur était encore emballé, inutilisé. Ils ont conclu que tous les téléphones dont les monstres étaient issus devaient être récupérés. Sakura était déçue. Elle espérait pouvoir se connecter pour obtenir des informations. Elle souhaitait pouvoir utiliser Internet. Tachibana a demandé si Internet fonctionnerait même sans électricité. Sakura a répondu que oui, car c'était une ville modèle pour le développement avancé, et elle n'avait pas besoin d'électricité externe. Nishi a admis qu'il ne comprenait pas, mais voulait en savoir plus. Sakura a alors dit que si elle avait un téléphone, un monstre n'en sortirait pas. Un des garçons a sorti un téléphone. Celui de Rikuto. Il a expliqué qu'il avait été cassé avant l'incident, donc rien n'en était sorti. Nishi a supposé que c'était la raison. Tachibana remarqua que son téléphone était du même modèle. Leur ami fit remarquer que c'était un ancien type qu'il possédait autrefois. Sakura se demanda à voix haute s'il pouvait être réparé, disant qu'elle commençait à entrevoir une lueur d'espoir. À l'école, Nishi avertit que si les choses continuaient à ce rythme, la situation ne ferait que s'aggraver et que les provisions de nourriture ne dureraient qu'environ 3 jours. Rikuto ajouta que leurs armes étaient rares, et que son tuyau en acier était encore meilleur que la plupart de ce qu'ils avaient. Nishi résuma le problème en disant qu'ils étaient en grave difficulté, mais qu'il y avait encore de l'espoir. Selon Kuju, le téléphone cassé de Rikuto pouvait être réparé en utilisant les bons outils et des pièces provenant de l'appareil de Tachibana. Sakura, forçant un sourire, dit qu'elle pourrait probablement le réparer, bien que les autres la regardaient avec inquiétude. Rikuto, avec une pointe de sarcasme, remercia Takeda d'avoir cassé son téléphone en premier lieu. Le tyran de l'école cria, demandant à quoi bon le réparer, mais Nishi répondit que réparer le téléphone leur permettrait d'utiliser Internet pour en apprendre davantage sur la situation, contacter d'autres survivants et localiser des abris d'urgence. L'idée donna aux élèves une lueur d'espoir. Tachibana demanda des nouvelles des ordinateurs, et Sakura expliqua que, comme les téléphones, ils étaient tous détruits. Tachibana trouva cela étrange, mais Nishi dit que les terminaux avaient été endommagés lorsque les monstres étaient apparus, même si les appareils étaient éteints. Sakura passa ses mains dans ses cheveux, disant que le phénomène lui donnait mal à la tête. Nishi resta concentré, disant que seul le téléphone qui avait déjà été cassé avant l'incident pouvait encore se connecter à Internet. Il insista sur le fait que leur priorité absolue était de contacter d'autres survivants chanceux comme Rikuto. Rikuto acquiesca. Puis, tenant son tuyau en acier, il demanda à Sakura si le meilleur endroit pour trouver des outils était le magasin général à prix réduit. Sakura semblait incertaine, mais dit que c'était une bonne option. 2 filles effrayées se joignirent à eux, exhortant tout le monde à partir immédiatement pour chercher des armes et de la nourriture. Sensei Oyama cria pour qu'il s'arrête, s'opposant au plan car il était trop dangereux. Rikuto argumenta que s'il n'y allait pas, il finirait par succomber. Le professeur insista sur le fait qu'il y avait une chance de sauvetage avant que la situation ne s'aggrave et leur rappela qu'il y avait des monstres partout. Rikuto répliqua que le magasin n'était pas loin et que, s'ils y allaient en voiture, le plan fonctionnerait. Il demanda à Oyama de conduire, mais le professeur avait l'air terrifié. Nishi insista, disant que c'était moins dangereux que de marcher. Oyama refusa, insistant pour qu'ils restent sur place pour leur propre bien. Nishi pensa que la situation était un problème sérieux. À ce moment-là, Tachibana se leva et dit qu'elle pouvait conduire. Surpris, Nishi demanda comment, et elle expliqua que son grand-père lui avait permis de conduire son camion à la ferme quand elle était plus jeune. Son petit ami essaya de l'en empêcher. Mais elle lui dit de ne pas se mêler de ça. Rikuto la prévint que même en voiture, cela pourrait ne pas être sûr.
Mais Tachibana dit qu'elle ne voulait pas mourir sans savoir ce qui se passait vraiment. Rikuto admirait sa détermination et disait qu'il comptait sur elle. Son petit ami se mit en colère. Oyama frappa violemment le tableau noir de son poing, criant qu'il était responsable et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Nishi essaya de le calmer, mais le professeur lui dit de se taire. Oyama déclara qu'il devrait rationner la nourriture pendant une semaine et attendre les secours. Rikuto le défia, disant qu'il n'y avait aucun endroit sûr. Du slim bleu tomba soudainement du plafond et atterrit sur Tani, qui cria à l'aide alors que le monstre commençait à le dévorer. Rikuto se précipita vers lui avec son tuyau en acier, criant que le bon sens ne s'appliquait pas à ces créatures et qu'aucun endroit n'était sûr. Rikuto avertit que l'attente ne ferait qu'empirer les choses. Les élèves demandèrent ce qu'était ce slim pendant que Rikuto se battait contre lui. Tani cria à l'aide, et Rikuto lui dit de tenir bon tout en attrapant une grande couverture. Il appela Nishi, qui se joignit rapidement à lui. Les élèves réalisèrent que le slim pouvait dissoudre la chair humaine, mais pas les fibres synthétiques. En travaillant ensemble, ils comptèrent jusqu'à 3. Puis ils jetèrent la couverture sur Tani et le tirèrent pour le libérer. Sakura demanda nerveusement s'ils avaient enlevé la créature. Malgré les coups puissants de Rikuto, le slim restait indemne. Il se souvint que dans les jeux, les slims résistaient aux attaques physiques mais étaient faibles face à la magie. Il décida qu'il devrait essayer de le brûler. Nishi ne savait pas comment allumer un feu. Mais Sakura apparut avec un liquide inflammable et le versa sur le monstre. Puis elle alluma une allumette. Il y a eu une explosion, et la bave s'est évaporée. Rikuto remarqua que le feu semblait être sa faiblesse et la remercia. Puis il se souvint de Tani, mais Nishi dit qu'il était trop tard. Takeda s'agenouilla près du corps de son ami, appelant son nom. Oyama avait l'air confus. Rikuto exigea de savoir s'il comprenait maintenant la gravité de leur situation. Il avertit que rester et attendre un secours qui pourrait ne jamais venir les condamnerait tous. Le professeur s'effondra au sol, disant qu'il ne comprenait plus et que les élèves pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Rikuto, Nishi, Sakura et Tachibana quittèrent l'école, tuant tous les monstres sur leur chemin. Ils atteignirent la voiture d'Oyama et donnèrent les clés à Tachibana. Elle remarqua que ce n'était pas une boîte manuelle, mais dit qu'elle pouvait quand même la conduire, même si elle était plus habituée à la transmission manuelle. Sakura demanda si elle devait vraiment y aller. Mais l'archère lui rappela qu'elle était la seule à savoir quels outils et pièces étaient nécessaires pour réparer le téléphone. Setou apparut, déclarant qu'il les accompagnerait pour protéger Tachibana. Nishi le prévint de ne pas causer de problème. Setou dit qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour survivre. Nishi remarqua les regards jaloux de Setou envers Rikuto et espéra qu'il n'agirait pas de manière imprudente. Tachibana demanda si tout le monde était prêt, puis démarra la voiture. Nishi lui dit qu'ils comptaient tous sur elle. Sakura regretta silencieusement d'y aller. Rikuto dit qu'ils étaient prêts. Ils partirent en voiture. De retour à l'école, un élève suggéra de brûler les corps sur le toit comme Rikuto l'avait recommandé. Oyama, tenant un sabre d'entraînement en bois, lui dit avec colère d'arrêter de parler de Rikuto et ajouta qu'il s'occuperait des cadavres à leur retour. Il rappela à tout le monde qu'il était en charge. Pendant ce temps, en ville, l'équipe traversait des rues infestées de monstres. Des créatures attaquèrent dès qu'elles entendirent le moteur. Tachibana en écrasa un par accident, et Rikuto la rassura. Nishi, regardant à travers le toit ouvrant, dit que la voiture avait été le bon choix car les monstres plus petits ne pouvaient pas les atteindre. Son soulagement disparut quand il vit une créature massive et dit à Tachibana de changer de trajectoire. Sakura la guida jusqu'à une intersection à 4 voies et lui dit de tourner à droite. Rikuto dit que tout le monde comptait sur elle, tandis que Setou lançait un regard noir depuis le siège arrière. À travers le toit ouvrant, Nishi vit d'énormes monstres volants et des bêtes ressemblant à des loups dévorer des gens. Il dit que c'était comme si le monde avait pris fin. Rikuto demanda s'il y avait des survivants, et Nishi répondit qu'il n'y en avait pas pour l'instant. La blonde supposa qu'il pourrait y avoir des gens cachés ailleurs et qu'ils étaient inhabituels pour être dehors du tout. Setou dit soudainement à Tachibana de s'arrêter. Elle obéit et demanda pourquoi. Il montra un magasin de proximité à environ 50 mètres et suggéra qu'il vérifie s'il y avait de la nourriture. Sakura acquiesca. Rikuto nota qu'il trouverait aussi des provisions à leur destination, mais Setou lui répliqua sèchement. Setou accusa Rikuto de se comporter comme le chef simplement parce qu'il combattait des monstres. Nishi le défendit, et Sakura exhorta tout le monde à s'entendre. Tachibana a réprimandé son petit ami, qui marmonnait entre ses dents. Nishi a réfléchi au risque et a dit qu'il n'y avait pas de choix parfait. Il ne savait même pas si quitter l'école avait été la bonne décision, mais maintenant qu'il l'avait fait, il devait tout donner.
Il a dit qu'il faisait confiance à ses amis et qu'il ne se plaindrait pas. Nishi a dit que la nourriture était essentielle et qu'il devrait saisir chaque occasion pour en rassembler. Tout le monde était d'accord. 5 minutes plus tard, ils atteignirent Honolulu Coffee et Setu confirma que c'était l'endroit. Sakura les avertit d'être prudents et Nishi dit qu'il devrait partir si quelque chose semblait mal. À l'intérieur, les étagères étaient pour la plupart vides. Et Rikuto remarqua qu'il n'y avait pas de monstre. Nishi pensa que d'autres avaient peut-être déjà pris la nourriture. Rikuto trouva des conserves intactes et ils commencèrent à rassembler des provisions. Après environ 15 minutes, ils avaient un butin décent. Puis Setu entendit un bruit derrière une porte. Ils l'ouvrirent en appelant, mais ne trouvèrent personne. Il y avait juste une boîte en carton qui semblait contenir du pain. Le groupe la regarda, confus. Setu s'avança et confirma que la boîte contenait du pain. Excité par la découverte, il voulut la réclamer immédiatement, mais Rikuto lui dit d'attendre. Agacé, Setu demanda quel était le problème, insistant sur le fait qu'il était celui qui l'avait trouvé. Rikuto dit que quelque chose semblait étrange. Il montra les taches de sang autour de la boîte et demanda si cela ne semblait pas suspect. Setu passa outre, demandant ce qui aurait bien pu se passer. Rikuto admit qu'il ne savait pas, mais il montra une écriture étrange sur le sol. Il avait un mauvais pressentiment et avertit tout le monde de rester à l'écart. Sur un ton moqueur, Setu affirma que même s'il ne prenait pas la boîte maintenant, il reviendrait plus tard pour la saisir en secret et en prendre le mérite. Nishi essaya d'attirer son attention, mais Setu attrapa la boîte et cria qu'elle lui appartenait. Soudain, un grand œil rouge apparut et fixa son regard sur lui. Setu se figea de peur, laissa tomber la boîte par terre et cria. Les filles dans la voiture entendirent le cri et devinrent anxieuses. Sakura dit à Tachibana de se baisser. Quelques instants plus tard, des êtres monstrueux ressemblant à des lézards apparurent, portant des lances avec des têtes coupées au bout. Les filles restèrent cachées à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur du magasin, un monstre avec un grand œil unique et 9 tentacules apparut, attaquant les garçons. Rikuto chargea avec son tuyau en acier et le frappa, tandis que Setu regardait, irrité. En regardant la boîte, Rikuto réalisa que la créature était un mimique, quelque chose qu'il n'avait vu que dans les jeux. Nishi cria que quelque chose se passait dehors. Les garçons jetèrent un coup d'œil dehors et virent une des créatures lézardes immobiles, comme si elle enquêtait. Nishi l'identifia comme un homme lézard et nota qu'il y en avait plusieurs. Décidant qu'ils ne pouvaient pas affronter 5 créatures, ils restèrent cachés en espérant que celle-ci partirait. Un des hommes lézards s'approcha de la voiture et brisa une fenêtre avec sa lance. Tachibana cria. Réalisant que les filles avaient été découvertes, les garçons se précipitèrent ensemble, sauf Setu, qui resta figé de terreur. Sakura fut tirée hors de la voiture et tenta de convaincre le monstre de la laisser partir en criant qu'elle ne valait pas la peine d'être mangée. Alors que la situation atteignait un moment critique, l'un des monstres fut soudainement abattu. Rikuto apparut, frappant avec sa barre d'acier. Et il dit à Tabana de protéger Sakura. Si les choses tournaient mal, elle devait partir avec Nishi et l'abandonner. Cerné par 3 hommes lézards, Rikuto était acculé. Puis une flèche frappa l'un d'eux, le faisant tomber. Nishi, caché, savait que s'il était repéré, il perdrait son avantage, et combattre 3 à la fois serait trop. Juste au moment où Rikuto craignait que ce soit sa fin, un garçon sur le toit du magasin lança une pierre qui toucha un des monstres. Il continuait à lancer de toutes ses forces, tandis que Nishi tirait des flèches. Un autre garçon aux cheveux platines apparut et utilisa des poings américains pour abattre une autre créature. Rikuto, saisissant l'occasion, acheva les hommes lézards restants. Avec les ennemis vaincus, Rikuto remercia l'un des nouveaux garçons pour lui avoir sauvé la vie. Les filles, soulagées de voir d'autres survivants, coururent vers eux. Nishi remarqua à leurs uniformes que les nouveaux venus venaient de la même école. Se rappelant que la zone était dangereuse, Nishi dit qu'il devait partir rapidement. Le garçon aux yeux verts suggéra qu'il vienne à sa cachette et demanda à son ami aux cheveux platines, Sanpei, si cela lui convenait. Sanpei ne semblait pas ravi, mais ne refusa pas. Nishi a admis qu'il pensait qu'ils étaient finis là-bas. Rikuto a dit que la chance pouvait encore apparaître quand on n'abandonnait pas. Tabana a dit à tout le monde de monter dans la voiture, surprenant le garçon qui lançait des pierres, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle soit la conductrice. Après environ 10 minutes, les étrangers se sont présentés. Le garçon aux cheveux rouges a dit qu'il s'appelait Ice Tuta, et son ami était Yamao Takeshi, appelé Sanpei. Ice Tuta a ensuite montré leur cachette, un grand hôtel appelé Hotel Love. Le groupe était choqué. Mais Ice Tuta a expliqué que c'était un refuge intelligent parce qu'il était loin des foules,
ce qui signifiait moins de téléphones d'où les monstres pouvaient apparaître. Voyant l'expression de Nishi, il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de rancune entre lui et son ami. Nishi a dit que ce n'était pas le problème et a suggéré d'échanger des informations. Setou semblait irrité et leur a dit de faire comme il voulait. Nishi a dit aux autres de ne pas prendre son humeur personnellement. Ice Tuta a expliqué qu'il revenait de l'école quand les monstres ont attaqué. Utilisant sa vitesse, il a réussi à s'échapper mais a finalement été acculé. C'est alors que Takeshi est apparu et l'a sauvé. Il a loué la force de Takeshi et a dit que c'était lui qui avait trouvé l'hôtel. Nishi s'est rendu compte qu'il avait déjà entendu parler de Takeshi, des rumeurs disant qu'il était un délinquant violent impliqué avec des gangs, de la drogue et même un meurtre. En le regardant maintenant, ces histoires semblaient exagérées, compte tenu de l'amitié entre lui et Ice Tuta. Ice Tuta a continué, disant qu'ils cherchaient de la nourriture quand ils ont rencontré le groupe. Rikuto a demandé s'ils avaient laissé l'avertissement près de la boîte dans le magasin, mais ils l'ont nié. Gêné, Rikuto a laissé tomber le sujet. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'hôtel, Nishi expliqua leur propre situation depuis le début. Ice Tuta fut soulagé d'apprendre qu'il y avait encore des gens en sécurité à l'école. Il demanda si réparer le téléphone pourrait les aider à appeler les secours, mais Nishi admit que les chances étaient minces. Rikuto demanda alors ce que Ice Tuta et Takeshi prévoyaient de faire ensuite. Sakura, toujours frustrée, dit qu'elle avait été forcée de venir. Takashi surprit Ice Tuta en disant qu'il les accompagnerait. Il promit qu'il ne les ralentirait pas et pourrait servir de bouclier. Nishi dit que ce serait d'une grande aide. Takashi demanda alors à son ami ce qu'il voulait faire. Ice Tuta dit qu'il irait aussi, insistant sur le fait qu'il était un homme qui devait agir. Rikuto dit à Nishi qu'il était bien qu'il se soit arrêté au magasin, et Nishi acquiesça. Takashi, cependant, critiqua leur plan, disant que la zone comptait beaucoup de gens et donc plus de monstres. Il dit qu'ils avaient besoin d'un plan d'entrée approprié et qu'ils devaient garder Sakura, la joueuse clé, en sécurité à tout prix. Elle fut surprise par cela. Les autres convinrent qu'ils avaient été trop précipités. Takashi dit qu'il ne participerait pas à la planification et agirait simplement en tant que soldat. Ils commencèrent alors à travailler sur un plan final. Setou fut exclu et bouda dans un coin. Après la réunion, ils retournèrent à la voiture et firent plusieurs allers-retours, se concentrant sur la recherche d'un itinéraire sûr. Même avec des obstacles, ils ont travaillé ensemble pour les surmonter. Après plusieurs jours, ils ont atteint leur destination. Rikuto a remarqué que se précipiter les aurait tous fait tuer. Les filles se sont senties soulagées, et Sakura a dit que cela faisait des siècles qu'elle n'y était pas allée. Les jambes de Ice Tuta tremblaient d'excitation, qualifiant cela de frisson d'un guerrier avant la bataille. Rikuto a dit à tout le monde de rester vigilant, et Nishi a ajouté qu'à partir de maintenant, il ferait face aux défis au fur et à mesure qu'ils viendraient. À l'extérieur de l'école, des monstres volants remplissaient l'air tandis que d'autres erraient au sol. Un élève a dit que les survivants vivaient de petits morceaux de pain. Assis par terre, la tête dans les mains, un garçon désespéré se demandait combien de temps encore il pourrait continuer ainsi. Deux filles s'inquiétaient silencieusement pour les autres, disant qu'elles n'avaient pas eu de nouvelles depuis leur départ. Enomoto, ayant faim, s'est approchée de l'enseignant qui mangeait un pain entier. Elle a poliment demandé s'il pouvait partager davantage, car tout le monde mourait de faim. L'enseignant a frappé son arme contre le sol et lui a dit d'oublier ça. Debout, il a crié à quel point la nourriture était précieuse maintenant et lui a ordonné de se taire et d'obéir. Takeda a chuchoté avec colère à son ami que pendant qu'il mourait de faim, Oyama se goinfrait. La fille a essayé de nouveau de raisonner l'enseignant, avertissant qu'il ne survivrait pas jusqu'au retour des autres. L'homme a dit que le groupe avait probablement déjà été tué par des monstres. Enomoto protesta que c'était une chose cruelle à dire et lui rappela que les autres étaient partis aider. D'un regard sombre, Oyama l'a saisie par la taille. Et il dit que si elle faisait quelque chose pour lui, il lui accorderait un traitement spécial. Elle cria pour qu'il s'arrête, mais il rit et prétendit qu'il plaisantait. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, des créatures dévoraient un tas de cadavres. Au même moment, le groupe de Rikuto traversait une zone qui semblait dépourvue de menaces. Rikuto se demanda à voix haute ce que cela signifiait. Nishi dit qu'il devait y avoir une créature grande et puissante à proximité, quelque chose comme un « boss » dans un jeu, qui tenait les monstres plus petits à distance. Nishi demanda pourquoi les monstres ressemblaient à ceux des jeux vidéo. Rikuto dit qu'au moins, les nommer serait plus facile. Rikuto ajouta que quelqu'un devait connaître les noms, et Nishi répondit qu'il pourrait y avoir un ensemble de règles en jeu. Takeshi rappela à tous que leur objectif passait avant tout. Plus tard, ils atteignirent un étage rempli d'électronique, d'outils et de produits chimiques.
Sakura courut vers les étagères, ravie, et déclara qu'elle pourrait y vivre. Ils se répartirent les tâches, Rikuto demanda à Aistuta et Tachibana d'aider Sakura, tandis que Setu et Nishi les gardaient. Rikuto et Takeshi patrouillaient. Sakura examina des appareils, prévoyant de remplacer le processeur du téléphone cassé par un qu'elle trouva. Lors de la patrouille, Rikuto découvrit une note sur une étagère qui disait « Éliminer les intrus ». L'écriture correspondait à l'avertissement du premier magasin. Soudain, des pas résonnèrent, et une immense créature de pierre avec un noyau lumineux apparut, annonçant qu'elle avait détecté de la chaleur. Rikuto réalisa que c'était un golem. Il se précipita sur lui. Et il le frappa. Mais le coup ne fit rien. Le golem se déplaçait avec une vitesse surprenante. Rikuto le frappa de nouveau, mais ce n'était pas suffisant. Juste au moment où il allait porter un coup puissant, Takeshi intervint et asséna un coup de poing écrasant, le faisant tomber. Le golem se releva rapidement, indemne. Takeshi, frustré, dit que frapper le noyau aurait dû fonctionner. Rikuto suggéra de chercher soigneusement son point faible. Takeshi prit les devants, disant à Rikuto de suivre ses ordres, et Rikuto accepta. Le combat commença avec le garçon aux cheveux platines esquivant habilement les attaques du golem et portant plusieurs coups de poing. Son partenaire, observant attentivement, admirait sa force et se demandait si c'était une sorte de technique de boxe. Il pensa que même les combattants professionnels atteignaient rarement ce niveau, mais s'inquiéta ensuite en remarquant que le monstre était très résistant à de tels coups. Le golem frappa Takeshi à la tête, le faisant saigner. Son ami réalisa que la situation était dangereuse, car ils perdaient leur avantage. Rikuto comprit soudain la signification de la note d'avertissement qu'ils avaient trouvée plus tôt. Il cria à Takeshi de reculer. Rikuto utilisa alors toute sa force pour frapper la tête du golem avec son tuyau en acier. La créature de pierre se brisa complètement, laissant Takeshi confus quant à ce qui venait de se passer. Le reste du groupe courut vers eux. Nishi demanda ce qui était arrivé au tas de pierres, et Rikuto expliqua que c'était un golem. Nishi, choqué, demanda si Rikuto l'avait vaincu. Rikuto confirma, disant qu'il se souvenait d'un jeu où le point faible se trouvait dans la tête. Nishi était ravi, disant que leur voyage ressemblait de plus en plus à un conte fantastique. Setu tenta de minimiser la victoire, suggérant que ce n'était qu'une petite créature. Mais Takeshi n'était pas d'accord. Takeshi loua la capacité de Rikuto à lire les mouvements et à repérer les lettres sur la tête du monstre, disant qu'on pouvait lui faire confiance au combat. Rikuto le remercia. Aistuta loua aussi Takeshi et dit qu'il voulait que Takeshi lui fasse confiance aussi, tandis que Setu avait l'air agacé. Le porteur d'arc déclara qu'avec l'ennemi disparu, il pouvait retourner au travail. Mais Rikuto, l'air pensif, fit remarquer que la créature semblait trop faible pour être un véritable boss. À ce moment-là, une grande sphère violette fonça vers eux à grande vitesse. Sakura sentit le danger, demandant si le bruit se rapprochait. La sphère apparut en haut de l'escalator, surprenant tout le monde. Nishi se demanda si c'était un autre rocher, mais Sakura fit remarquer qu'ils étaient à l'intérieur d'un magasin, donc cela n'avait pas de sens. Avant que Tachibana ne puisse être touchée, Rikuto la tira hors de portée. La espere revela uno Elba Elit Lumineux. Puis elle se redressa et se transforma en un immense humanoïde avec l'œil au milieu de sa poitrine. Rikuto a dit à Nishi que celui-ci était définitivement le chef. En sueur, Nishi a murmuré que c'était une mauvaise nouvelle. Le golem violet a prononcé les mêmes mots que le plus petit, déclarant qu'il éliminerait les intrus. Il a balancé son bras massif, manquant sa cible et creusant un trou dans le sol. Rikuto a noté qu'en raison de sa taille, frapper les lettres sur sa tête serait beaucoup plus difficile. Nishi a avancé en disant qu'il s'en chargerait. Il a tiré des flèches sur les lettres sur sa tête, mais elles n'ont même pas égratigné la surface. Sakura, terrifiée, se demandait si c'était même juste. Le golem a rugi, sa poitrine brillant alors qu'il se préparait à tirer un rayon d'énergie violet. Ils ont sprinté en panique. Et le monstre a lancé son attaque directement vers Rikuto. Le rayon a frappé le sol, laissant un énorme trou brûlant. 4 d'entre eux ont réussi à se cacher derrière un mur, respirant lourdement. Rikuto était secoué par la puissance de la créature. Tachibana a vérifié l'état de Nishi, mais ses blessures étaient graves. Elle s'inquiétait pour les autres, mais Rikuto a dit qu'il devait se concentrer sur ce qu'il pouvait faire maintenant. Il a suggéré de se diriger vers le parking souterrain et de s'y regrouper si les autres étaient en sécurité. Setu a rejeté l'idée, criant qu'il ne pouvait pas atteindre les escaliers sans être vu. Rikuto a accepté, disant qu'il n'abandonnerait pas son ami. Le monstre s'est rapproché.
Rikuto a soudainement quitté sa cachette et l'a affronté de front. Il a crié aux autres de courir vers les escaliers pendant qu'il le distrayait. Il réfléchit au comportement de la créature, réalisant qu'elle réagissait à la chaleur et à l'agression. S'il pouvait la distraire avec une fusée éclairante, ils pourraient tous s'échapper en sécurité. Tachibana fit signe qu'elle était prête à lancer la fusée éclairante. Mais Setou intervint, la repoussant si fort qu'elle roula dans l'escalier. Le plan fut ruiné. Tachibana demanda pourquoi, et Setou répondit que le monstre aurait pu se retourner contre eux avant que la fusée ne soit lancée. Le golem frappa de nouveau, projetant Rikuto contre un mur. Blessé, Rikuto leur dit de rester sur place et de s'occuper de Nishi. Il avertit Setou de protéger Tachibana. Setou leur dit cyniquement de laisser Rikuto derrière, ce qui mit Tachibana en colère. Elle lui donna un coup de poing au visage. Puis elle courut aider Rikuto. Le golem commença à charger une autre attaque. Rikuto pensa à tout ce qu'il avait donné depuis ce jour tragique, mais se sentit impuissant à cet instant. Il se souvint de son frère défunt et admit que ce dernier avait eu raison. Soudain, Tachibana apparut et le tira hors du chemin du rayon juste à temps. Ils tombèrent au sol, et Rikuto la gronda pour son imprudence. Elle attrapa son col, exigeant de savoir comment il pouvait abandonner si facilement. Ces paroles déclenchèrent un souvenir d'enfance où il avait sauvé des brutes et n'avait jamais reculé. Réalisant qu'ils étaient toujours en vie, Rikuto se releva, un tuyau en acier à la main, prêt à se battre. Une flèche frappa le monstre. En regardant en arrière, ils virent le groupe réuni, y compris Nishi, qui semblait rétabli. Rikuto et Tachibana étaient ravis. Aistuta a admis qu'il avait été inquiet lorsqu'il les avait laissés derrière, et Takeshi s'est excusé pour le retard. Tout le monde se préparait à une contre-attaque. Tachibana et Rikuto se tenaient devant, face au monstre. Rikuto le frappa avec son tuyau en acier. Nishi observait de près avec un autre garçon. Le garçon admit qu'il envisageait de battre en retraite, mais hésitait. Un bruit fort attira l'attention. De petits golems grimpaient depuis l'étage inférieur. Le bruit s'amplifia, effrayant Sakura, qui qualifia la situation de désespérée. Nishi demanda à Rikuto quoi faire, avertissant que si cela continuait, ils étaient finis. Rikuto dit à l'archer de continuer à tirer au même endroit. Nishi traita le monstre d'idiot et dit qu'il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Rikuto dit qu'il devait le vaincre parce qu'il était encore en vie. Le mot « en vie » fit figer Sakura. Elle appela Rikuto et Nishi, disant qu'elle pourrait peut-être faire quelque chose si on lui donnait du temps. Sakura admit qu'il ne la croirait peut-être pas, mais elle pouvait vaincre le monstre. Rikuto l'encouragea, promettant de lui acheter du temps. Ému par sa confiance, Sakura se mit au travail, les larmes aux yeux. Rikuto appela Nishi à s'approcher. Un garçon blond demanda si Sakura pouvait vraiment le faire, et elle répondit oui, parce que Rikuto lui faisait confiance. Sakura dit à Aistuta d'aider les garçons et lui demanda de protéger les filles. Le monstre se prépara à attaquer de nouveau. Sakura s'accroupit et commença à mélanger des potions chimiques. Tachibana remarqua qu'elle tremblait et demanda si elle allait bien, mais Sakura lui dit de se taire. Le monstre se jeta sur Rikuto, qui esquiva. Ni si presa Sakura de se despechar. Elle avait presque fini, ajoutant l'ingrédient final et complétant le mélange. Elle avertit Tachibana de ne jamais prendre les produits chimiques à la légère. L'étape suivante était de lancer la potion sur la tête du monstre. Tachibana demanda comment il pouvait y parvenir. Réalisant qu'elle n'y avait pas pensé, Sakura se traita d'idiote. Aistuta attrapa le flacon, disant qu'il pouvait le lancer parce qu'il était dans l'équipe de baseball. Le monstre se rapprochait rapidement. Nishi s'irrita de la proximité du monstre. Puis, une énergie commença à s'accumuler dans la poitrine du monstre pour une frappe puissante. Takeshi se demanda si c'était la fin. Aistuta arriva, disant que c'était une livraison spéciale de Sakura, et lança le flacon avec précision. Tachibana demanda ce que Sakura avait mis dedans. Sakura expliqua que c'était une réaction chimique. Elle avait mélangé du manganate et de l'acide sulfurique avec de la glycérine, créant de la nitroglycérine. Avant qu'elle ne finisse d'expliquer, une énorme explosion projeta tout le monde en arrière. De la fumée s'éleva autour du monstre, qui était toujours debout. Le garçon du baseball demanda de nouveau à propos de l'explosion, et Sakura compara la nitroglycérine à la dynamite. Tout le monde la regarda avec un mélange de choc et d'exaspération, la réprimandant de ne pas les avoir prévenus d'abord. Quelqu'un appela le nom de Sakura depuis un endroit proche. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.